Je vous dis, c'est du vécu, hein. Je l'ai vu, alors pas chez moi évidemment, mais je l'ai vu dans des biens locatifs où franchement, c'est dégueulasse. C'est vrai que j'aurais dû commencer par là. Il y a quand même officiellement et légalement des obligations du locataire et des obligations du propriétaire. Donc ça veut dire qu'il y a des travaux à la charge du locataire et des travaux à la charge du propriétaire. Mais il faut être vigilant et surtout il faut faire de la prévention parce qu'en fait, franchement, c'est usant pour tout le monde à la fin, que ce soit le locataire ou le propriétaire bailleur, qu'il y ait ce genre de discussion. Donc évitons les discussions, surtout que ça tourne toujours autour de l'argent et d'enveloppes de dépôt de garantie. Voilà, alors qu'il suffit juste d'entretenir les choses comme on les entretient quand c'est à soi. Voilà. Salut à tous, vous qui nous regardez sur YouTube, qui nous écoutez sur n'importe quelle plateforme de podcast digne de ce nom, et merci encore de votre fidélité. Aujourd'hui, on va parler, alors je vais vous partager un peu d'expérience perso, évidemment, mais c'est une capsule qui est basée sur des faits réels. Voilà, je tiens à le préciser, ce sont des faits réels. Ça fait 15 ans que j'investis dans l'immobilier, ça fait 15 ans qu'on fait des états des lieux entrants, des états des lieux sortants. Ça fait 15 ans qu'on a des locataires au téléphone pour des conneries ou des sujets quand même plus critiques. Donc ça fait 15 ans qu'on évolue dans ce monde de relations entre propriétaires-bailleurs et locataires, que ce soit pour nous, donc que ce soit pour des clients qu'on accompagne en gestion locative ou en location tout court sur leurs investissements locatifs. Donc, je vais vous partager aujourd'hui, non pas un, non pas deux, non pas 3, non pas 4, mais 5 trucs que les locataires ne font absolument pas et négligent en prévision de l'état des lieux sortant. Donc pour rappel, qu'est-ce qu'un état des lieux? Un état des lieux déjà, c'est le fait de se rendre compte de la situation donnée, de l'état d'un bien au moment, à un instant T, donc au moment où le locataire rentre, au moment où le locataire sort. Pas une définition du Larousse, hein, c'est une définition à l'improviste. Grosso modo, on appelle ça un état des lieux contradictoire. Pourquoi? Parce qu'il y a deux parties qui le signent. C'est-à-dire que vous, en tant que propriétaire bailleur, vous allez faire un état des lieux en présence du locataire qui va, lui, pouvoir vous contredire et dire non, il y a ci, il y a ça, moi je suis pas d'accord, etc. Et donc, une fois que vous avez signé le document, les deux parties sont censées s'être mises d'accord. Qu'est-ce que je vois, moi? Première chose que je vois absolument tout le temps que les locataires négligent, ce sont les filtres de la hotte. La hotte aspirante, vous savez, ce qui aspire les fumées ou les vapeurs quand vous faites de la cuisson. Clairement, vous voyez ce truc un peu dégueulasse qui jaunit, qui sera un peu marron parce que les huiles, les graisses remontent, etc., se collent, et voire même quand ça chauffe trop, s'il y en a trop que c'est pas nettoyé, ben quand ça chauffe, ça finit par recouler dans votre poêle. Tellement c'est dégueulasse. Voilà. Je vous dis, c'est du vécu, hein. Je l'ai vu, alors pas chez moi évidemment, mais je l'ai vu dans des biens locatifs où franchement c'est dégueulasse. Et c'est vraiment quand il fait chaud, ça va, les graisses vont fondre. Vous voyez l'image quoi du truc, dégueulasse. Je sais pas Benjamin si tu peux nous mettre une image du truc, mais voilà, franchement c'est dégueu. Donc ça, c'est une obligation hein, du locataire. Donc d'abord, c'est vrai que j'aurais dû commencer par là. Il y a quand même officiellement et légalement des obligations du locataire et des obligations du propriétaire. Donc ça veut dire qu'il y a des travaux à la charge du locataire et des travaux à la charge du propriétaire. Clairement, le nettoyage et l'entretien des filtres d'une hotte, c'est à charge du locataire. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est à l'état des lieux entrant, bien marqué que quand vous avez sur la partie hotte, déjà prendre la photo, comme quoi c'est nickel, notamment si vous venez de rénover un bien, et pas de sujet, mais aussi donner la référence et le lieu où les locataires peuvent acheter les filtres de hotte. Voilà. Donc ça, c'est intéressant parce que souvent, ils vont dire « oui, mais je ne savais pas comment acheter, quoi acheter, etc. » ou le changer. Vous montrez très facilement. Ça se démonte comme ça se remet comme ça. Souvent, c'est des filtres à charbon maintenant en plus qui se tournent. Après, la grille, elle est juste à laver hein, dessus. Et derrière, vous avez des filtres à charbon. Eh ben, aujourd'hui, c'est très facile. Et franchement, on peut en trouver partout. Mais facilitez-leur la tâche de sorte à ne pas avoir la discussion à la sortie et à vous dire « écoutez, je vous avais dit, c'était marqué, je vous l'ai dit et en plus, on l'a écrit. Donc franchement, vous ne pouvez pas vous échapper là-dessus. Et donc, vous allez devoir après facturer non seulement l'achat, mais aussi la main-d'œuvre, hein, puisqu'il va falloir acheter, se faire livrer ou aller chercher, puis venir l'installer et puis aller jeter les autres, évidemment. Donc, ça, c'est la première chose. La première chose, ce sont les filtres de la hotte qui ne sont pas entretenus ou pas changés. Ça se change entre 6 mois et 1 an, pour info, dépendamment des hottes. Et là, on parle des hottes à recyclage, hein, notamment. Voilà, des hottes à recyclage. Après, sur les hottes à aspiration directe, il faut évidemment entretenir aussi, nettoyer les premiers filtres, les pré-filtres, les grilles, etc. Ça dépend aussi de comment est constituée votre hotte. Le deuxième point, le plus récurrent aussi, ce sont
les joints, les fameux joints silicone, les joints acryliques, appelez-les comme vous voulez. D'ailleurs, c'est pas la même chose, mais la salle d'eau, la salle de bain, évidemment. Donc souvent dans la douche ou dans la baignoire autour, vous savez, ces joints qui jaunissent, puis qui noircissent. Donc déjà, quand ils sont noirs, c'est qu'il y a eu des étapes de couleur avant. Voilà, pour en arriver du blanc au noir, souvent c'est passé par le jaune, le marron, ça dépend aussi du taux d'humidité dans la pièce, etc. Donc souvent ça, c'est gros manque de ventilation. Donc soit votre VMC peut être mis en cause, et à ce moment-là, le locataire peut un peu s'échapper. Aussi, clairement, manque d'aération, hein. Donc ça veut dire que s'il y a une fenêtre dans votre salle de bain, clairement, c'est qu'elle n'a pas été ouverte. Là, il n'y a pas d'excuse. Il faut ouvrir, ne serait-ce qu'aérer 2 minutes pour chasser un peu l'humidité et faire rentrer un peu d'air sec. Pas trop longtemps, parce que si c'est trop humide dehors aussi, ça va pas avoir son effet. Donc ça, c'est une petite astuce à donner à votre locataire, évidemment, même si ça coule de source et que c'est du bon sens. Et puis aussi, l'autre sujet, c'est quand même juste de nettoyer sa douche, en fait. De nettoyer sa douche. Et d'ailleurs, je vais mettre, petit bonus avec ce point numéro 2, je vais mettre aussi le calcaire sur la porte de douche ou la paroi de douche. Voilà. Laissez-leur une raclette et éduquez-les pour qu'ils passent la raclette. Voilà. Comme les enfants à la maison, voilà, vous les éduquez souvent pour dire hey, « t'as pas passé la raclette ». Même les adultes, j'avoue, aussi. Moi, je suis pas très bon élève là-dessus, je fais pas tout le temps. Mais franchement, si vous le faites tout le temps, voire quasiment tout le temps, il n'y a aucun sujet de calcaire sur une paroi de douche. Voilà. Donc si vous êtes dans une ville en plus où l'eau est très calcaire, forcément, ça vous fait des couches épaisses de calcaire qui vont venir s'accumuler. Votre paroi, franchement, elle est flinguée. Vous allez passer des heures à la nettoyer et arriver à la reprendre. D'ailleurs, n'hésitez pas à laisser en commentaire si vous avez des astuces à chaque fois pour nettoyer les hottes, les fils de hottes, les parois de douche et tout ce dont on va parler. Franchement, des petites astuces, soit pour préparer les locataires, soit derrière pour réparer, on va dire, le préjudice. Franchement, on est preneur. Et sur les réseaux sociaux et sur YouTube, évidemment, dans les commentaires. Qu'est-ce que je peux vous dire sur ces joints ? Clairement, refaire des joints, c'est chiant. Il faut récurer tous les joints, tout bien nettoyer, tout bien renettoyer derrière, enlever toutes les aspérités, le petit silicone qui colle. En plus, vous voyez, le silicone, ça colle un peu partout, c'est chiant. Et là, après, refaire les joints proprement. Franchement, c'est un billet. Si vous faites faire ça à un plombier ou à quelqu'un, en tout cas d'extérieur, c'est un petit billet et ça peut coûter vite cher au locataire. Et c'est chiant à gérer aussi parce que vous avez envie que ça enchaîne. Donc, éduquez vos locataires pour, 1, aérer les pièces, mais 2 aussi, nettoyer les douches, passer un petit coup de javel de temps en temps aussi, avec une éponge, pas juste passer un coup de javel et puis rincer. Une petite éponge, y compris sur la faïence pour le calcaire. Parce que souvent, si vous avez une faïence, par exemple, blanche, vous n'allez pas forcément voir qu'il y a plein de calcaire, mais quand vous passez le doigt dessus, vous allez voir que c'est plus du tout la même aspérité qu'au départ. Donc ça, c'est le deuxième point. Le troisième point qui va un peu avec, de toute façon, c'est toujours du manque d'entretien, c'est le fond de la cuvette des WC noirci. Vous voyez ce truc un peu marron, dégueulasse, noirci, que même avec la brosse, vous ne pouvez plus enlever. Donc là, il y a une solution qui n'est pas très écologique, c'est acide chlorhydrique. Vous mettez un petit peu, pas beaucoup, juste un petit bouchon d'acide chlorhydrique, vous laissez agir, ça va décoller toute cette merde, parce que, faut pas se mentir, c'est de la merde qui est restée, clairement. Pourquoi ? Parce que le locataire n'a juste pas passé la brosse sur ses propres excréments après avoir fait sa grosse commission. Voilà, clairement. Donc ça, c'est pareil, c'est une régularité. C'est comme dans tout, comme dans le sport, comme partout, c'est la régularité qui va payer à la fin. Voilà. Là, en l'occurrence, c'est le manque de régularité qui va faire payer le locataire à la fin. Voilà. Et c'est dommage parce que passer un coup de brosse aux chiottes après une grosse commission ou 2, franchement, c'est pas gênant et ça se fait très très bien. Il n'y a rien de pire que d'avoir une photo d'état des lieux entrant avec, franchement, une céramique, une porcelaine magnifique et à la sortie, avoir un gros trou noir dégueulasse. Voilà, franchement, c'est absolument pas cool de laisser ça. Donc, si vous êtes locataire, c'est pas cool. Si vous êtes chez vous, je pense que c'est pas cool non plus d'avoir ce genre d'entretien à faire. Donc, voilà, ça, c'est la troisième chose qu'on voit le plus souvent. Et après, il y a un truc qui se voit beaucoup moins, mais qui se sent quand on passe le doigt. C'est la poussière sur les plinthes. La poussière sur les plinthes, c'est, on va dire, un truc qu'on voit quasiment tout le temps.
Ok, on passe l'aspirateur, boum boum, on tape l'aspirateur contre les plaintes, on met un coup de serpillière, pas de souci, balayer, nettoyer, nettoyer, balayer, même dans l'autre sens, ok, pas de problème. Sauf que le dessus de la plainte, surtout si vous avez des plaintes un peu épaisses en plus, dessus de la plainte, vous allez voir, c'est une couche souvent de poussière. Vous faites ça, franchement, des fois vous avez un demi-centimètre, c'est dégueulasse. Voilà, donc ça c'est pareil. Éducation, l'idée c'est d'aller le dire en amont, le dire, faire de la prévention. Et puis aussi l'écrire. Quand vous notez l'état des plaintes, dire attention, faire la poussière sur les plaintes. On n'est jamais trop informé, franchement, et ça vous servira vraiment sur l'état des lieux de sortie. Et le 5e point, c'est un point plutôt global de manque d'entretien sur tous les appareils qui vont rester dans l'appartement. C'est-à-dire à la limite, si le mobilier n'est pas à vous, bon, que le mobilier soit abîmé, que le mobilier soit crade et tout ça, c'est pas votre sujet. Par contre, le four pas nettoyé. Vous avez un four avec un nettoyage pyrolyse. La pyrolyse n'a jamais tourné. Le four est dégueulasse. Vous voyez ces taches noires qui sont devenues tellement noires. Au début, elles étaient marron parce que c'était de la graisse qui avait sauté, qui avait coulé, etc. Qu'elle a cuit, recuit à des hautes températures et que c'est tellement noir qu'on ne peut plus l'enlever. Vous voyez tout ce genre de trucs. Le plat, tout colle. Voilà. Donc en fait, un plat au four, ça se nettoie après chaque utilisation. Un four, ça se nettoie aussi régulièrement après X utilisations, en fonction aussi de l'état du four. Il y a plein de produits qui existent pour ça. Il n'y a pas d'excuse. Et surtout, quand vous livrez un four neuf, il doit vous être rendu, forcément pas neuf parce qu'il va être utilisé, mais en tout cas dans un état neuf. Voilà. Il n'y a pas de raison qu'un an, 2 ans, 3 ans après, le four il soit flingué. Voilà. Souvent, quelqu'un qui a une résidence principale, qui vit dans sa propre résidence principale, propre maison, son four, au bout de 10 ans, son aspect intérieur, il n'est pas aussi dégueulasse que le four d'un locataire qui aurait mal entretenu ses appareils électroménagers au bout d'un an ou un an et demi. Franchement. Donc voilà, encore une fois, je fais des généralités. Voilà, il y a plein de gens aussi qui font bien les choses, mais il faut être vigilant et surtout il faut faire de la prévention parce qu'en fait, franchement, c'est usant pour tout le monde à la fin, que ce soit le locataire ou le propriétaire bailleur, qu'il y ait ce genre de discussion. Donc évitons les discussions, surtout que ça tourne toujours autour de l'argent et d'enveloppes de dépôt de garantie. Voilà, alors qu'il suffit juste d'entretenir les choses comme on les entretient quand c'est à soi. Voilà. Même s'il y a des gens aussi qui l'entretiennent mal quand c'est à soi. Donc, par exemple, four pas nettoyé, frigo pas nettoyé. Vous livrez un appart avec un frigo neuf ou un frigo qui est en tout cas nickel, souvent il va être dégueulasse. Souvent, la partie congélation ne va pas être dégivrée. Donc ça veut dire qu'une fois que l'électricité est coupée, s'il n'y a pas un nouvel abonnement juste derrière, ça va être complètement... ça va dégouliner partout. Si en plus, donc si c'est ouvert, vous allez avoir de l'eau partout. Si c'est fermé, l'eau va rester à l'intérieur, ça va créer des moisissures, des champignons, etc. Parce qu'il n'y aura plus ce froid. Donc ça va être plus chaud, plus condensé. Vous avez tous vécu ça. Moi, je pourrais vous partager des photos de frigos qui sont restés dans l'état. Et c'est pas cool de repasser derrière. Il y a quoi d'autre? La poubelle. Il y a quoi d'autre? La poubelle, par exemple, pas nettoyée. Donc la poubelle, où il y a eu des sacs, mais souvent, des fois, il y a des sacs qui se percent. Vous mettez un pic à brochette, il y a du jus, il y a des trucs, ça se perce. Les sacs qui sont pas de bonne qualité, ça se perce facilement. Donc il y a toujours un peu de jus de poubelle, vous voyez, des fois, sur des trucs. Alors oui, ça peut sécher, mais si ça sèche, ça veut pas dire que c'est nettoyé. Ça veut dire que c'est juste de la merde qui est séchée, quoi. Donc ça aussi, ce sont plein de choses qui vont vraiment être des petits irritants. Voilà. Donc on a vu 5 points, dont le 5e avec plusieurs points à l'intérieur, mais on va dire qu'on peut le généraliser dans un manque d'entretien et de soins finalement des appareils utilisés. Ce que je peux vous conseiller, ça c'est mon conseil bonus à la fin de cette capsule, c'est de préparer l'état des lieux en amont. Plusieurs solutions pour préparer l'état des lieux en amont. La première chose à faire, c'est peut-être de faire une prévisite, si vous le pouvez. Évidemment, c'est plus chronophage, mais ça vous évite aussi la discussion et des problèmes plus tard, et de devoir faire venir des artisans, coordonner plusieurs interventions, voire même vous sacrifier des soirs ou des week-ends pour le faire vous-même. Ce que je vous conseille de faire, c'est peut-être un pré-état des lieux, c'est-à-dire le locataire donne le préavis, admettons il a 1 mois pour partir. Ok, vous le dites, pas de souci, j'ai bien reçu votre préavis. Dans 15 jours, je viens, on se fait un petit pré-état des lieux. Donc voilà ce que vous devez faire. Et là, vous envoyez à ce moment-là, dès que le préavis est fait, une liste. Nous, on a un courrier, un type qu'on envoie par mail, évidemment, pas par courrier recommandé, en disant voilà ce que vous devez faire et les points de vigilance. Donc les 5 points que je vous ai cités, mettez-les là-dedans. Mettez plein d'autres choses aussi, dépendamment de la configuration aussi, du mobilier et des appareils que vous avez. Mais faites un petit truc. Franchement, c'est un peu de boulot, ça va vous prendre 1 heure ou 2 peut-être au départ pour ne rien oublier. Vous allez faire évoluer aussi les choses, malheureusement, en apprenant de vos erreurs et surtout en apprenant
de la façon dont vivent les gens. C'est comme ça. Donc de vos expériences, parce qu'il n'y a que ça devrait être sur le terrain et apprendre avec les expériences. Et puis vous envoyez ça, vous faites un premier check, 15 jours. Moi, j'ai déjà eu fait ça, et franchement, ça marche bien. Après, il faut le temps. Là, vous lui dites, bon, franchement, c'est nickel. Il faut toujours, côté managérial, c'est nickel, mais c'est pas ça c'est pourri, mais ça c'est cool. Non, c'est nickel, mais il y a 2-3 trucs, donc merci beaucoup. Il manque par contre la poussière sur les plaintes. Les fils de la haute, est-ce que vous avez réussi à les trouver? Vous posez la question, est-ce que vous avez réussi à les trouver? Est-ce que je peux vous aider à les trouver? Vous envoyez un lien, il se les commande, il les change. Vous voyez, il a encore 15 jours pour le faire. Et là, vous arrivez franchement à l'état des lieux. Souvent, c'est nickel. Voilà. Si vous n'avez pas le temps, envoyez cette liste dès que le préavis est donné, juste j'accuse réception, j'ai bien noté, vous quitterez le temps, est-ce qu'on peut déjà prévoir l'état des lieux sortants? En fonction, vous envoyez de suite aussi ce papier. 15 jours après, vous pouvez renvoyer le papier, faire un petit état des lieux, voilà. Ou aussi prévoir 3-4 jours avant l'état des lieux définitif, lui positionner un rendez-vous en lui disant « je vais passer pour faire un pré-état des lieux, voilà, assurez-vous que tout soit nickel », et puis vous l'annulez. Vous l'annulez, vous passez pas si vous n'avez pas le temps, c'est pas grave. Mais au moins, ça aura poussé la personne, et ça, on le fait aussi en Airbnb, sur les check-out. On dit, je viendrai en présentiel faire le check-out, ça a plus d'impact que laissez-moi les clés dans une boîte à clés. Et vous pouvez caler un rendez-vous pour le check-out, par exemple, sur du Airbnb, et dire, finalement, je peux pas venir, mais voilà, laissez les clés dans la boîte. Vous voyez, l'approche est totalement différente. Sur ces conseils, qui sont bons ou mauvais, j'en sais rien, mais en tout cas qui sont les miens, basés sur ma propre expérience, je vous laisse mûrir un peu tout ça, et surtout, vous adapter en fonction de vos typologies de biens, typologies de location aussi, et vos locataires forcément, parce qu'on reste des êtres humains et qu'il faut toujours trouver un juste équilibre. Voilà, merci encore d'être là, à très bientôt, ciao ciao.